l'approche va être très simple. Il va y avoir 2 cas cliniques pour le premier panel et 2 cas cliniques pour le deuxième panel d'experts. En fait, donc il y aura des cas cliniques qui vont être présentés. Je pense qu'on peut interrompre ou interagir au fur et à mesure. Donc il y a une nécessité, une opportunité de discuter. Et on donnera la parole, que ce soit à l'assistance ou au panel, de donner leur avis par rapport à l'attitude ou par rapport à la démarche diagnostique. On avancera ensemble au fur et à mesure. Donc on aura 4 cas cliniques. Et on appelle donc pour la première présentation le panel à Cameroun qui va présenter le premier cas clinique. Bon après-midi à tous. Je commence tout d'abord par remercier les organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui pour vous présenter un cas clinique. Donc, j'espère que vous êtes bien réveillés après le déjeuner. Donc, on va commencer immédiatement. C'est une patiente âgée de 65 ans qui est tabagique à 15 paquets l'année, qui a travaillé dans une usine de pâtes pendant 10 ans et dans une usine de textile pendant 10 ans et qui est en arrêt de travail depuis 11 ans. Elle n'a pas d'exposition autre par ailleurs. Comme antécédent, elle est allergique à la pénie. Elle a un asthme avec une limite depuis l'âge de 18 ans, sous corticothérapie inhalée et bêta-2-mimétique de longue durée d'action, avec des tests cutanés négatifs. Elle a par ailleurs une hyperthyroïdie suivie à l'hôpital Charles-Nicolle depuis 18 ans. Elle est en arrêt de traitement depuis 10 ans, avec le dernier bilan strictement normal. Et elle a une bonne arthrose bilatérale suivie en rhumato. Donc elle est suivie depuis juin 2021 pour une dyspnée d'effort MLFC2 avec une toux sèche en rapport avec une PID fibrosante. À l'examen physique, la patiente a une saturation à 97% à l'air ambiant, une fréquence respiratoire à 17 cycles par minute. Elle présente un hypocratisme digital, un rate crépitant aux 2 bases. Elle a un flux salivaire normal, un testing musculaire normal, pas de syndrome de Raynaud, avec une capillaroscopie normale. Et là, je tiens à remercier nos amis internistes pour l'examen capillaroscopie et le testing musculaire. Donc voici sa radiographie du thorax. Donc je ne sais pas ce que pour les examens radiologiques vous voulez que j'interprète, voilà, je laisse aller. D'accord. Donc elle a un syndrome interstitiel bilatéral. Voici le scanner thoracique fait le 23 octobre 2023. Les autres groupes de reconstruction. La dernière reconstruction. Alors, Je pense qu'on peut donner la parole à l'assistance qui veut donner son avis par rapport au scanner. Après, s'il va clôturer, alors, par rapport à la lésion prédominante, est-ce qu'il y a une lésion prédominante? Je pense vers des polypes.
dehors des verres dépolis, est-ce qu'il y a... La lésion alimentaire prédominante, c'est le verre dépoli, on est d'accord. Il y a des petites articulations, siège périphérique. Le verre dépoli n'est pas que périphérique, parce que je vois un peu de verre dépoli en périnasculaire. Il y a des zones où on a verre dépoli. Ce qui m'intrigue un peu, c'est que j'ai l'impression d'avoir un aspect mosaïque. Est-ce qu'on a des coupes en expiration? Il y a un petit nodule qui dérange un peu aussi. Il n'y a pas de piégeage. Je n'ai pas mis les coupes en inspiration, il n'y a pas de piégeage, ça a été vérifié. D'accord. Il y a un petit nodule au niveau du mouvement supérieur droit, je crois. Il y a un nodule pulmonaire, il y a des condensations bronchiteuses, je pense qu'il y a des séquelaires, le verre supérieur gauche. À distance, حتى لو النodule moyen ou le segment ventral de supérieur, il y a un nodule supérieur. A priori, il y aurait des petites bronchectasies, il y aurait peut-être des petites distorsions bronchiques. Ça prédomine, est-ce qu'on a une prédominance apico-basale? Je ne pense pas, architecturale, déjà rien. Ce qui dérange, il y a des lésions au niveau du lobe supérieur gauche. Ça peut être comme si c'est un phénomène au niveau du... Exactement. Donc je regarde le lobe supérieur gauche. Tu peux arrêter l'image. Ouais, tu peux arrêter. Martin Appontage à Schwer, matricule de psychose infragnotique postérieure, non, presque pas grand-chose. La lésion, c'est le lobe supérieur, partie moyenne. On n'a pas un gradient apicobasal. On n'a pas de gradient apicobasal. Il n'y a pas de lésion au niveau de la partie inférieure basale postérieure. Donc, verre dépoli, articulation, peut-être il y a des bronchectasies, peut-être distorsion bronchique. On a une distorsion scissurale, on le voit d'ailleurs. Il y a une distorsion scissurale. Est-ce qu'on peut dissocier deux pathologies? On a l'impression qu'au niveau du cellule humaine, il y a une dilatation des branches qui attire. C'est comme si c'est quelque chose qui évolue pour son propre compte, avec sur un fond une BID avec dominante vers dépoli, réticulation. Je pense qu'on a deux choses. Peut-être une BID, peut-être fibrosante, mais une fibrosante, pas une fibrose très importante. Je pense qu'il va y avoir des fibroses, où il y a des distorsions pulmonaires. Et les lésions pulmonaires de la supérieure, je pense que une condensation ancienne, c'est clair, c'est deux choses différentes. Je pense que les nodules, on verra après ce qu'on fera. Est-ce qu'il y a un rayon de miel dominant? Pas de rayon de miel. Donc il n'y a pas de piégeage, il n'y a pas de micronodules, a priori. On ne veut pas de micronodules, ni centronodulaires, ni ce qu'on peut penser à une PHS, c'est une exposition. Il n'y a pas de piégeage, il n'y a pas de micronodules. Très bien, donc si on conclut, on est dans une forme, dans une présentation dominante vers les polis. Il y a une condensation qui s'associe à des dilatations de branches au niveau du pulmon, et c'est comme si c'est une séquelle de quelque chose sur une PID qui s'installe. Il n'y a pas d'autres lésions qui pourraient orienter dans une VHS ou une entité particulière. On avance. Alors, on a complété par un lavage qui était hypercellulaire, présentant une polynucléose neutrophile marquée, avec 340 à la numération, 5% de lymphocytes et 28% de neutrophile. Les biopsies bronchiques étagées étaient inflammatoires. Le bilan immunologique, donc les anticorps antinucléaires négatifs, les anti-DNA natifs négatifs, les anti-CCP négatifs, l'anti-ENA négatif, les ANCA négatifs, le facteur rhumatoïde négatif et le dot-myositis également négatif. En avance. Donc, sur le plan fonctionnel respiratoire, elle avait un VMS à 98%, une CVF à 99% et un rapport à 77,8%, une DLCO à 67% et une CPT à 120%. Le test de marche de 6 minutes, il n'y avait pas de réduction de la distance de marche, pas de désaturation à l'effort, il y avait une insuffisance chronotropale à l'effort et les écho-cœurs étaient sans particularité. Donc la patiente a été présentée en LCP-PID en novembre 2023. La discussion était
était justement, est-ce qu'il s'agit d'une UIP, est-ce que c'est probable ou indéterminé. On a plus penché pour une UIP indéterminée et la patiente a été candidate à une biopsie chirurgicale préférentiellement. On peut s'arrêter là. Oui. Alors, quel est le pattern qu'on va retenir? C'est une première hypothèse. Est-ce qu'il y a d'autres explorations à proposer ou alors il faut aller à la biopsie, d'autant plus que la patiente elle est jeune et elle présente des performances respiratoires qui sont bonnes? La discussion, je ne pense pas qu'elle se pose entre UIP indéterminé et UIP probable. Ça ne va pas être probable puisqu'on n'a pas comme valeur les ânes, parce que les éléments qui sont très importants dans l'UIP probable, c'est le rapport et les bronchiectasies. Il n'y a pas de l'OMBL, c'est différent par rapport à l'UIP certaine, mais on a ce gradient en cours des ânes. Le gradient, on n'a pas, ce que j'ai vu, on n'a pas, parce qu'on n'a pas d'atteinte au niveau du cul-de-sac musculo-fréquentique et les autres, au niveau des parties supérieures et des parties moyennes. Donc, c'est soit UIP indéterminé, ça peut être aussi plus ou moins inférieur. Ça peut être un pattern d'une ping supposante, c'est pas faux. Si on propose un pattern d'une ping. Le premier scanner, tous les scanners montrent à peu près, elle a eu en tout 3 scanners, mais tous les scanners montrent à peu près la même chose. Mais la conclusion du premier scanner était un aspect en faveur d'une PINS. Toutefois, après, le dernier scanner là, de 2023, le compte-rendu, disons, a un peu changé parce que justement, il y avait un début de fibrose. Donc, ils ont conclu à plutôt un aspect de PID fibrosante, disons, un pattern qui n'est pas très disons, indéterminé, mais bon, quand on a vu la patiente en RCP, le contexte, la présence de l'hypocratisme digital, la présence de crépitant et tout, donc on s'est dit, c'est le plus probable, c'est une UIP mais indéterminée. Donc il fallait absolument la confirmer histologiquement. C'est ça le raisonnement. Pour une PINS, on confirmerait histologiquement oui. parce qu'on est dans l'udopathie. Oui, mais on était plus dirigé vers l'UIP. L'UIP, enfin, l'hypothèse UIP indéterminée, oui, parce qu'on n'est pas dans l'UIP probable, on n'est pas dans l'UIP certaine, ça c'est certain. Maintenant, l'hypothèse d'une PINS fibrosante, oui, elle se pose, parce qu'il y a beaucoup de catégories, même s'il n'y a pas le respect cortical, même si le traitement bucco-basal, il n'y a pas de lésion centrolobulaire, il y a la condensation et les nodules qui compliquent un peu la chose, mais de toutes les façons, on est dans un contexte, là où on peut ne pas se tromper, c'est qu'on n'est pas dans l'UP certaine, on n'est pas dans l'UP probable. Et on n'a pas un diagnostic. Et on est dans un contexte étiologique négatif. Et c'est une femme qui est jeune, donc vraiment tout pousse à aller pour voir est-ce que vraiment on ne va pas tomber sur une UP certaine, ce qui serait probable, ou alors un autre diagnostic, et c'est important. Est-ce qu'il aurait fallu faire d'autres explorations? Oui. Moi, je me pose la question comme c'est une. Et le micro, vous avez. Alors, moi, je me pose la question comme c'est une patiente qui a une dyspnée classe fonctionnelle 2, que sur le plan fonctionnel respiratoire, il n'y a pas un grand retentissement. Le souci, c'est qu'elle ne désature pas sur le test de marche et qu'elle a une distance qui est normale. Est-ce que la patiente a bénéficié d'une gazométrie artérielle? Oui, Et quels sont les résultats? Elle est normale. Mais à ce moment-là, c'est une patiente qui, sur le plan fonctionnel, il n'y a pas de retentissement, il n'y a pas d'handicap fonctionnel respiratoire. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, c'est juste une discussion, hein, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu temporiser un petit peu, la revoir au bout de 3 à 6 mois? C'est juste. Alors, j'ai essayé, je vais vous répondre en fait. Ici, j'ai essayé de résumer le cas pour ne pas trop l'allonger. C'est une dame qui est suivie depuis 2021. Donc, on a eu assez de recul. Donc, elle est suivie depuis 2021 et sa DLCO s'est dégradée. Elle était dans les 83% en 2021, donc sa DLCO commence à baisser. S'il vous plaît, micro, on n'a pas entendu la discussion. Prenez la parole. Et elle était gênée sur le plan signe fonctionnel, elle était gênée, elle demandait. Du coup, c'est important parce que là, ça change un petit peu notre réflexion, dans le sens où même si les explorations fonctionnelles respiratoires sont normales, mais il y a eu quand même, sur la durée que vous avez suivie, il y a eu quand même une dégradation de la fonction. Donc, de toute façon, c'est un petit peu décrit. Il y a certains sujets qui ont des fonctions, on va dire,
dire, supranormales et qui font que même quand ils développent une pathologie, notamment une PID fibrosante, gardent pendant un certain laps de temps une fonction qui reste relativement stable. Donc du coup, je n'avais pas compris ça quand vous avez exposé votre cas clinique. C'est bon. Ce qui est sûr que les paramètres respiratoires poussés en termes CPT, DLCO ne montrent pas d'anomalie significative. Peut-être qu'elle a cassé un peu par rapport à un état qui était meilleur. Ce qui est sûr, elle n'a pas de conséquences ou de retentissement important. Inès, si vous voulez prendre la parole. Merci beaucoup, Dr. Fabou. Vu que c'est un verre dépoli, c'est peut-être une pinte, est-ce que la patiente a eu une biopsie des glandes salivaires ou pas par rapport au bouche-rouge d'oreille? Est-ce qu'elle a des signes cliniques de bouche-rouge? Alors, la patiente a été adressée en médecine interne à Dr. Abdallah et on a eu la réponse qu'il n'y avait aucune connectivité. Quelqu'un à Abdallah n'a pas fait une biopsie des glandes salivaires accessoires, il n'y aura jamais de jour de rêve. Donc, on est dans un contexte étiologique, idiopathique. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Là, le pattern n'est pas celui d'une UEP certaine ni d'une UEP probable. Il faut aller à la biopsie chirurgicale. On va voir la situation. On avance. Alors, on a complété par un lavage qui était hypercellulaire, présentant une polynucléose neutrophile marquée avec 340 à la numération, 5% de lymphocytes et 28% de neutrophils. Les biopsies bronchiques étagées étaient inflammatoires. Le bilan immunologique, donc les anticorps antinucléaires négatifs, les anti-DNA natifs négatifs, les anti-CCP négatifs, l'anti-ENA négatif, les ANCA négatifs, le facteur rhumatoïde négatif et le dot myositis également négatif. On avance. Donc, sur le plan fonctionnel respiratoire, elle avait un VEMS à 98%, une CVF à 99% et un rapport à 77,8%, une DLCO à 67% et une CPT à 120%. Le test de marche de 6 minutes, il n'y avait pas de réduction de la distance de marche, pas de désaturation à l'effort, il y avait une insuffisance chronotrope à l'effort et l'écho-cœur était sans particularité. Donc la patiente a été présentée en RCP-PID en novembre 2023. La discussion était justement, est-ce qu'il s'agit d'une UIP, est-ce que c'est probable ou indéterminé? On a plus penché pour une UIP indéterminée et la patiente a été candidate à une biopsie chirurgicale préférentiellement. On peut s'arrêter là. Donc, oui. Alors, quel est le pattern qu'on va retenir? Ça, c'est une première hypothèse. Est-ce qu'il y a d'autres explorations à proposer ou alors il faut aller à la biopsie, d'autant plus que la patiente elle est jeune et elle présente des performances respiratoires qui sont bonnes? La discussion, je ne pense pas qu'elle s'oppose entre IUP indéterminé et IUP probable. Ça ne va pas être probable parce qu'on n'a pas de gradient basal. Parce que les éléments qui sont très importants dans l'IUP probable, c'est le gradient basal, il est constant, et les broncholectasie. Il n'y a pas d'orient de miel, c'est différent par rapport à l'IUP certaine, mais on a ce gradient basal. Le gradient, on n'a pas. Ce que j'ai vu, on n'a pas parce qu'on n'a pas d'atteinte au niveau des cul-de-sac phrématiques et les lésions prédominent au niveau de la partie supérieure et la partie moyenne. Donc, c'est soit UIP indéterminé, ça peut être aussi, puisqu'on a du verre dépoli, ça peut être un pattern d'une pince fibrosante, c'est pas faux. Si on propose un pattern d'une pince. Le premier scanner, tous les scanners montrent à peu près, elle a eu en tout 3 scanners, mais tous les scanners montrent à peu près la même chose. Mais la conclusion du premier scanner était un aspect en faveur d'une pince. Toutefois, après, le dernier scanner là, de 2023, le compte-rendu, disons, a un peu changé parce que, justement, il y avait un début de fibrose. Donc, ils ont conclu à plutôt un aspect de PID fibrosante, disons, un pattern qui n'est pas très, disons, indéterminé. Mais bon, quand on a vu la patiente en RCP, le contexte, la présence de l'hypocratisme digital, la présence des crépitants et tout, donc on s'est dit, c'est le plus probable, c'est une UIP, mais indéterminée. Donc il fallait absolument la confirmer histologiquement.
Donc c'est ça le raisonnement même pour une PINS, on la confirmerait oui. Parce qu'on est dans l'idiopathie. Oui, mais on était plus dirigé vers l'UIP. L'UIP, l'hypothèse UIP indéterminée, oui, parce qu'on n'est pas dans l'UIP probable, on n'est pas dans l'UIP certaine, ça c'est certain. Maintenant, l'hypothèse d'une PINS fibrosante, oui, elle se pose, parce qu'il y a beaucoup de VAD polis, même s'il n'y a pas le respect cortical, même si le gradient picobasal, il n'y a pas de lésion centrolobulaire, il y a la condensation et les nodules qui compliquent un peu la chose, mais de toutes les façons, on est dans un contexte, là où on peut ne pas se tromper, c'est qu'on n'est pas dans l'UIP certaine, on n'est pas dans l'UIP probable. Et on n'a pas un diagnostic. Et on est dans un contexte étiologique négatif. Et c'est une femme qui est jeune. Donc vraiment, tout pousse à aller pour voir est-ce que vraiment on ne va pas tomber sur une UP certaine, ce qui serait probable, ou alors un autre diagnostic. Et c'est important. Est-ce qu'il aurait fallu faire d'autres explorations? Oui. Oui, le micro, vous avez. Alors, moi, je me pose la question, comme c'est une patiente qui a une dyspnée classe fonctionnelle 2, que sur le plan fonctionnel respiratoire, il n'y a pas un grand retentissement. Le souci, c'est qu'elle ne désature pas sur le test de marche et qu'elle a une distance qui est normale. Est-ce que cette patiente a bénéficié d'une gazométrie artérielle? Oui, elle est normale. Quels sont les résultats? Elle est normale. Mais à ce moment-là, c'est une patiente qui, sur le plan fonctionnel, il n'y a pas de retentissement, il n'y a pas d'handicap fonctionnel respiratoire. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, c'est juste une discussion, hein, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu temporiser un petit peu, la revoir au bout de 3 à 6 mois? Voilà, c'est juste... voilà. Alors, j'ai essayé, je vais vous répondre en fait. Ici, j'ai essayé de résumer le cas pour ne pas trop l'allonger, mais c'est une dame qui est suivie depuis 2021. Donc, on a eu assez de recul. Donc, elle est suivie depuis 2021 et sa DLCO s'est dégradée. Elle était dans les 83% en 2021, donc sa DLCO commence à baisser. S'il vous plaît, micro, on n'a pas entendu la discussion. Oui, prenez la parole. Et elle était gênée sur le plan signe fonctionnel. Elle était gênée, elle demandait. Du coup, c'est important parce que là, ça change un petit peu notre réflexion, dans le sens où même si les explorations fonctionnelles respiratoires sont normales, mais il y a eu quand même, sur la durée où vous avez suivi, il y a eu quand même une dégradation de la fonction. Donc, oui. De toute façon, c'est un petit peu décrit. Il y a certains sujets qui ont des fonctions, on va dire, supranormales et qui font que même quand ils développent une pathologie, notamment une PID fibrosante, gardent pendant un certain laps de temps une fonction qui reste relativement stable. Donc, du coup, je n'avais pas compris ça quand vous avez exposé votre cas clinique. C'est bon. Ce qui est sûr que les paramètres respiratoires poussés en termes CPT, DLCO ne montrent pas d'anomalie significative. Peut-être qu'elle a cassé un peu par rapport à un état qui était meilleur. Ce qui est sûr, bon, elle n'a pas de conséquences ou de retentissement important. Inès, tu voulais prendre la parole. Merci beaucoup, Dr Kamoun. Vu que c'est un verre dépoli, c'est peut-être une PINS, est-ce que la patiente a eu une biopsie des glandes salivaires ou pas par rapport au Gauchereau-Jaugraine? Et est-ce qu'elle a des signes cliniques de Gauchereau? Alors, la patiente a été adressée en médecine interne à Dr Maya Abdallah et on a eu la réponse qu'il n'y avait aucune connectivité. Maya Abdallah n'a pas fait une biopsie des glandes salivaires accessoires, qu'il n'y aura jamais de Jaugraine. Voilà, il ne faut pas. Donc, on est dans un contexte étiologique, idiopathique. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Là, le pattern n'est pas celui d'une UP certaine ni d'une UP probable. Il faut aller à la biopsie chirurgicale. On va voir donc on avance. Donc, la patiente a eu une biopsie chirurgicale le 11 mars 2024 et voici le résultat de l'examen ANAPAT. Donc, je remercie mon amie Rahma Ayedi pour ses photos. Docteur Ayedi, je vous laisse la parole. Bon, vous voulez que j'y aille? Ah, d'accord. Alors, d'après ce que m'a inculqué Dr Rahma Ayedi, la figure 1 envoie un aspect en rayon de miel. Pour la figure 2, donc c'est un foyer d'ossification. Ici, on a une prolifération fibroplastique à la figure 3 et la figure 4, c'est une dystrophie emphysémateuse.
D'accord, donc sur la figure 3, en haut, on voit bien le rayon de miel aussi, les petits kystes là. Donc c'est une distension des voies aériennes donc, distales. Et on voit bien les foyers de prolifération fibroblastique qui correspondent à une fibrose jeune. Voilà. Et puis il y a de l'emphysème, effectivement. Voilà. Donc nos amis Anapat ont conclu. Je ne sais pas, corrigez-moi, docteur Ayedi, à une UIP certaine. À une UIP certaine. Bon, les foyers, les ossifications, on les voit plus dans l'UIP, mais elles ne sont pas pathognomoniques. D'ailleurs, je crois que nos amis radiologues les voient aussi. Ça évoque plus l'UIP, mais ce n'est pas pathognomonique de l'UIP. Mais quand on les voit, on est plus conforté vers l'UIP. Donc, ces images histologiques correspondent à une UIP certaine avec les 4 signes cardinaux. Apparemment, il n'y a pas de granulome. Tous les signes négatifs ont été cités dans le compte rendu. Il n'y a pas de follicule lymphoïde qui orienterait vers une collagénose ou autre. Non. Très bien. Merci, docteur Ayedi. Donc, c'est bien que les anatomopathologistes répandent en conformité avec les recommandations, c'est-à-dire UUP certaine, UUP probable ou UUP indéterminée par rapport à l'aspect histologique, parce qu'après on va revenir au tableau pour voir la concordance avant de retenir le diagnostic de façon définitive, d'autant plus qu'on est parti d'une forme UUP indéterminée. Donc, voilà. Justement, donc voici le tableau. Donc on avait un aspect au scanner d'une UIP indéterminée avec à l'examen Anapat une UIP certaine. Donc le diagnostic qui doit être retenu est le diagnostic d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Et c'est ce qui a été retenu en RCP-PID et la patiente a été mise sous traitement anti-fibrose. Je vous remercie. Est-ce que pensez-vous par rapport à... Oui, déjà, Monia, oui. Merci beaucoup, c'est un très joli cas. Où on est vraiment parti, moi honnêtement, sur une pince avec le verre dépoli, mais j'étais plus pince que pic indéterminé au départ. Maintenant, à la fin du cas clinique, du coup, on reprend un peu la clinique et le lavage. Parce que cette patiente-là, quand vous l'avez très bien, la clinique, elle dit un hypocratisme digital. On a une alvéolite neutrophile, on a des râles crépitants. Et quand on va à son scanner, on se dit, mais pourquoi elle va crépiter? Parce qu'il n'y a pas de bronchiectasie, il n'y a pas de rayon de miel. Pourquoi elle a l'hypocratisme digital? Pour autant, elle a une fonction respiratoire qui est normale. Et mon Dieu, avec le verre dépoli, pourquoi son lavage broncho-alvéolaire, il est neutrophile? Tout ça pour dire que finalement, cette clinique de départ, cette alvéolite neutrophile, cet hypocratisme digital et ces crépitants, eh ben, il concorde bien avec le diagnostic de pic histologique. Et là, en général, c'est le contraire. C'est l'imagerie qui n'est pas aussi suggestive. Merci pour ces commentaires. Alors, une question. Oui, oui. Pas Sonia. Je reviens sur cette notion de verre dépoli dans l'UEP. Et en fait, le verre dépoli, quand il est vu dans une UEP, correspond à la fibrose jeune, comme l'avait dit Dr Ayedi, et ça correspond généralement à un rayon de miel microscopique. Donc ce sont les anatomopathologistes qui vont le voir, mais nous, on va le voir sous forme de verre dépoli. Ce qui conforte le diagnostic, c'est que le verre dépoli, il est cantonné dans les zones de fibrose. Si on reprend le scanner un tout petit peu, il y a de l'épaississement irrégulier des lignes septales, il y a des réticulations intralobulaires, il y a le verre dépoli, mais qui est superposé aux épaississements des lignes septales et aux réticulations intralobulaires, ce qui conforte très bien le diagnostic. Qu'est-ce qui reste, qui n'est pas en faveur de l'UEP dans le cas, c'est le gradient qui n'est pas vraiment très, très franc. Voilà. Mais une pince fibrosante aurait donné aussi des réticulations dans les zones de fibrose. Oui, on aurait un peu plus d'atteinte médulaire plus avancée, on aurait un petit peu le respect de l'extrême liseré sous pleural. Ce verre dépoli superposé aux zones de fibrose, ça se voit aussi exactement pareil dans les pinces fibrosantes. C'est la même chose. Ce n'est pas un élément qui nous permet, nous, de distinguer, de faire la part des choses. Et d'où l'intérêt de cette classification. Je pense qu'elle a clarifié beaucoup de choses. Pince certaine, pince probable et pince indéterminée. Donc on a mis dans l'indéterminé tout ce qui n'est pas certain et probable. Et tout en sachant que dans 50% des cas, ça peut être une pince. Et dans 50%, ça peut être une UP. Donc je suis d'accord, c'est le gradient qui n'a pas donné. Juste le gradient qui n'a pas donné ce...
le fait d'avoir séparé en 3 groupes, et ça a donné beaucoup plus de valeur au scanner, parce que le scanner, maintenant, ça permet d'éviter une biopsie chirurgicale. C'est ce qu'on faisait, nous, pour tout ce qui est nodule hépatique sur un foie de cirrhose. On peut poser le diagnostic du CAC sans faire de biopsie. Et là, pareil. Hein, et c'est pour ça, quand on est dans ce cas de figure, c'est-à-dire on va éviter une chirurgie, on doit être très, très méticuleux, y appliquer les règles à la lettre, aussi bien pour la pince certaine que pour la pince probable. Et tout ce qui n'est pas pince probable doit tomber dans le panneau, dans la catégorie du pince à déterminer, parce qu'on doit faire la confirmation anatomopathologique. C'est ça, en fait. Je ne reviens pas sur le diagnostic en pré-biopsie. C'est juste après la biopsie, quand on revient, juste pour la confrontation. Sonia, tu voulais prendre la parole. Après, je vais vous donner la parole. Sonia. Merci. En fait, je voulais revenir effectivement à une question qui s'adresse à Dr Mira et Dr Neji. Si on n'avait pas les renseignements cliniques avec les crépitants et l'hypocratisme digital, est-ce qu'on aurait dû évoquer quand même l'UIP indéterminé et l'UIP probable sur ce scanner? Parce que ça fait vraiment pile sur ça, Maneta. Et si on n'avait pas les renseignements cliniques, juste l'interprétation scannographique, est-ce que vous aurez dû dire quand même pas de pins sur cet aspect? En tant que radiologue, notre but est de déterminer le pattern. Après, on revient à la DMD et on prend la décision ensemble. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand on donne un pattern, c'est pour éviter une biopsie chirurgicale. Pince certaine, pince probable. UP certaine, UP probable. Maintenant, quand on est dans l'UP, là, il y a une variabilité. Hein. Si vous prenez une dizaine de radiologues, vous allez avoir des radiologues qui vont vous dire pince fibrosante, et il y a d'autres qui vont vous dire UP indéterminé. Mais le résultat, c'est quoi à la fin? Le résultat, c'est une biopsie chirurgicale. Ça ne va pas changer grand-chose. C'est vrai qu'on va s'inspirer un peu de la clinique, et c'est très important. On va être un peu tendre vers plutôt l'UIP quand on est dans une discussion multidisciplinaire. On a l'hypocratisme, on a des éléments qui vont nous orienter plus vers un pattern. C'est-à-dire, si on n'avait pas la possibilité de faire la biopsie chirurgicale, parce qu'il y avait une contre-indication, etc., eh ben, on ne sort pas du staff sans hypothèse diagnostique et sans un diagnostic de travail. Et ben, à ce moment-là, elle va argumenter avec l'hypocratisme digital, avec les râles crépitants. Peut-être l'âge, bon, c'est une femme, ça dérange un peu. Si c'est un homme, 65 ans, 110 ans, et on peut plus ou moins retenir, sans confirmation histologique, parce qu'elle n'est pas faisable, une entente. Et là, chacun contribue par les éléments qu'il peut apporter. Tu voulais prendre la parole? Ça marque, monsieur Lozir, juste, oui. Je profite pour le consoeur qui voulait parler. Si Eslem est là par rapport à la distribution des images, est-ce que la cryobiopsie serait une indication chez cette patiente par rapport à la biopsie chirurgicale? Le type de distribution des lésions, est-ce que c'était une bonne candidate à la cryobiopsie, cette malade? Voilà, c'était une bonne candidate. Voilà, merci. Elle va sûrement dire oui. Juste un mot par rapport aux cryobiopsies. Je voulais insister sur le fait, que ce soit des biopsies chirurgicales ou des biopsies sous cryobiopsie, il faut biopsier 2 lobes différents. On n'accepte pas la biopsie d'un seul lobe parce que les lésions sont hétérogènes d'un lobe à l'autre. Donc même si on est sur des cryobiopsies, il faut biopsier 2 lobes différents. Il faut que le biopsie soit de bonne taille et assez profonde pour qu'on ait un bon diagnostic et poser un pattern adéquat. Oui. Alors, comme c'est un cas quand même relativement atypique dans le sens où ça peut, radiologiquement parlant, ça peut correspondre un petit peu à une piste, moi je me pose la question, donc la biopsie chirurgicale a été faite dans un site qui a permis d'aboutir au diagnostic du IP. Maintenant, il y a des cas décrits où, sur le plan ANAPAT, vous pouvez trouver une association, une UIP et une PINS. Et ma question là, c'est est-ce qu'en extrapolant cette situation, est-ce que c'est un grand point d'interrogation, mais est-ce que ça ne pourrait pas être le cas ici? Généralement, les associations, c'est dans les connectivites qu'on les voit, et généralement, c'est PINS et pneumonie organisée. PINS avec UIP, c'est vraiment exceptionnel. Et là, je pense que les biopsies, Dr Kamoun, ça a été fait dans 2 lobes différents, et c'est orienté par les radiologues. On choisit le siège en RCP, et c'est vraiment exceptionnel, cette association. Alors, une question qui se pose obligatoirement. Alors, elle n'est pas
sur le plan fonctionnel, on voit c'est pas si mauvais que ça. Est-ce que c'est le traitement, on va l'instaurer? Est-ce qu'on attend? Voilà la question qu'on peut se poser, mais on va pouvoir gérer ça facilement. Alors, pour cette patiente, la décision à la RCP, c'était de mettre sous traitement antifibrosant, justement. Et la patiente est actuellement, si je me rappelle bien, à 3 mois de traitement. On peut aider, on peut argumenter. Oui, vas-y, Monia. Je pense que vous avez totalement raison, parce que clairement, quand on initie un traitement avec une fonction qui est le plus préservée possible, les résultats du traitement et la diminution du déclin est beaucoup plus patent. Et dans les études qui ont été publiées, ils ont comparé CVF supérieur à 50% versus CVF inférieur à 50%. Et puis, ils ont également mis les patients qui ont une fonction qui est conservée. Et le résultat chez les patients conservés est encore meilleur. Il y a cette hypothèse que le traitement, qu'il n'y a pas encore beaucoup de vasculopathie et que le traitement pénétrerait mieux dans les zones qui commencent à être fibrosants mais pas très très atteintes. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Déjà, pour cette patiente, le problème ne se pose pas parce qu'on voit une DLCO à 67%, déjà elle est abaissée. Donc l'atteinte respiratoire est liée. La plainte, la fonction fonctionnelle, c'est même démesuré. Elle est un peu trop plaintive par rapport à ce qu'elle a en termes de fonction respiratoire. La règle, c'est que dans nos recommandations du guide tunisien de la fibrose pulmonaire idiopathique ou dans les recommandations internationales, c'est toujours, dès que le diagnostic est établi, il faut instaurer le traitement. Plus tôt, mieux c'est, parce qu'on agit sur le déclin de la capacité vitale. Je crois qu'on peut clore avec ce cas et on passe au cas suivant. Ça.